N'avez-vous jamais été au cœur d'une épreuve déconcertante, vous demandant quelle force obscure avait bien pu vous placer là? La vie, dans sa grande imprévisibilité, nous confronte souvent à des tournants que nous n'avions pas anticipés. Une carrière qui s'arrête brusquement, une relation qui se fissure ou des projets de longue date qui s'effondrent comme un château de cartes. Dans de tels moments, il est tout à fait humain de se sentir comme le jouet du destin, une victime d'un sort injuste. Mais si je vous disais qu'il existe une perspective radicalement différente, une lecture des événements qui ne s'appuie pas sur le hasard, mais sur des principes universels et profonds qui orchestrent nos existences. Au cœur de la sagesse bouddhiste réside une vision qui a le pouvoir de tout transformer. Elle nous enseigne que chaque élément de notre vie est intimement lié aux autres et que chaque expérience, même la plus douloureuse, porte en elle un sens. Une parole du Bouddha illustre cette idée avec une clarté limpide. Rien n'existe jamais de manière isolée. Toute chose est en relation avec tout le reste. Cette affirmation n'est pas une simple phrase philosophique. Elle est une invitation à percevoir les fils invisibles qui relient les événements entre eux, à notre propre parcours et à l'univers tout entier. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble ces principes fondateurs. Nous allons mettre en lumière comment les péripéties de la vie, qui nous semblent si souvent chaotiques et aléatoires, sont en réalité les notes d'une grande symphonie dont nous sommes à la fois les musiciens et les auditeurs. Tissés par les lois du karma, de l'impermanence et de l'interconnexion, nos difficultés cessent d'être des échecs pour devenir de puissantes opportunités de croissance et d'éveil personnel. La loi de cause à effet est la nature éphémère de l'existence. Le karma, un pilier de la pensée bouddhiste, est souvent mal compris en Occident. Loin d'être un système de punition divine, il s'agit simplement de la loi naturelle de cause à effet. Chacune de nos actions, mais aussi chacune de nos pensées et de nos intentions, envoie une vibration dans l'univers qui finit par nous revenir. Imaginez l'histoire d'un maître zen et d'un mandala de sable. Pendant des jours, ses disciples créent une œuvre d'art d'une complexité et d'une beauté inouïe, grain de sable par grain de sable. Une fois terminé, le mandala est admiré un court instant, puis le maître, d'un simple geste, balaie le tout pour rendre le sable à la rivière. La destruction de cette perfection est un rappel puissant que tout dans la vie est passager. L'acceptation sereine de ce cycle par le maître nous enseigne une leçon fondamentale. En accueillant la nature transitoire de toute chose, nous pouvons traverser les épreuves avec sérénité plutôt qu'avec une résistance qui ne fait qu'amplifier la douleur. Mais pourquoi est-il si crucial d'intégrer cette notion d'impermanence? Parce que comprendre que rien n'est éternel nous libère de l'attachement, qui est la source principale de nos souffrances. S'accrocher à une situation, à une personne ou à une possession, c'est comme essayer de retenir l'eau d'une rivière dans sa main. Plus on serre le poing, plus elle nous échappe. Nos vies, tout comme le cycle des saisons ou le courant d'un fleuve, sont dans un état de flux perpétuel. Adopter cette perspective change radicalement notre façon d'aborder les défis, transformant le chagrin en une porte d'accès à la sagesse. De plus, la souffrance dans la vision bouddhiste n'est jamais vaine, c'est une opportunité d'apprentissage et de renforcement. Une métaphore de la nature l'illustre à merveille. Un arbre qui pousse dans une vallée abritée sera peut-être haut et fin, mais un arbre qui grandit sur une falaise battue par les vents développera des racines profondes et un tronc robuste pour résister. Nos difficultés sont comme ces vents violents. Elles nous forcent à nous ancrer plus profondément en nous-mêmes, à développer une résilience et une force intérieure insoupçonnées. Chaque obstacle que vous affrontez est peut-être un maître déguisé, venu vous enseigner une leçon dont vous ignoriez avoir besoin. En adoptant cette vision, nous n'apprenons pas seulement à survivre, mais à véritablement grandir à travers nos peines. L'ancrage dans le présent, des outils concrets pour naviguer la vie.
Dans la riche boîte à outils des enseignements bouddhistes, la pleine conscience et la méditation apparaissent comme des pratiques fondamentales pour transformer notre expérience du monde. Il ne s'agit pas de s'évader de la réalité pour trouver quelques instants de calme, mais plutôt de cultiver une conscience aiguisée et constante qui colore chaque pensée, chaque parole et chaque action. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons appliquer concrètement les principes de karma et d'impermanence et ainsi cheminer vers une vie plus éclairée et harmonieuse. Définir la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience, c'est l'art d'être totalement présent et engagé dans l'instant, ici et maintenant, sans le filtre du jugement. C'est porter une attention curieuse et bienveillante à notre corps, à nos pensées et à nos sensations. On peut la pratiquer à chaque instant, en sentant la chaleur du soleil sur sa peau, en écoutant vraiment un ami sans déjà préparer sa réponse, en savourant chaque arôme d'un repas. Il s'agit de vivre l'expérience brute, sans y superposer nos habituelles couches de commentaires mentaux. La méditation, quant à elle, est l'entraînement formel de cet état de pleine conscience. C'est le gymnase de l'esprit. Elle consiste généralement à s'asseoir dans le calme et à porter son attention sur un point d'ancrage, comme le souffle, un son ou les sensations corporelles. L'objectif n'est pas de faire le vide, mais plutôt d'apprendre à observer le flot incessant de nos pensées et de nos émotions sans se laisser emporter par elles. Avec une pratique régulière, nous développons la capacité à apaiser notre esprit et à cultiver une compréhension plus intime de nous-mêmes. Les bénéfices tangibles de ces pratiques. Une clarté d'esprit accrue. La pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation développe une conscience de soi extraordinaire. Cette lucidité est indispensable pour reconnaître nos propres schémas de pensée, nos automatismes émotionnels, souvent hérités d'un karma passé. En observant nos réactions sans jugement, nous créons un espace qui nous permet de faire des choix plus conscients, alignés avec la personne que nous aspirons à devenir. De nombreuses recherches en neurosciences confirment aujourd'hui ce que les sages savent depuis des millénaires. La méditation réduit de façon significative les stress, l'anxiété et les états dépressifs. Cette pratique nous aide à réguler notre système nerveux et nos émotions, ce qui nous confère une plus grande stabilité et une meilleure résilience face aux aléas de la vie. Cette capacité à rester calme au cœur de la tempête est essentielle pour naviguer l'impermanence des choses, nous permettant d'accueillir les hauts et les bas avec plus de grâce et d'équanimité. 3 leviers pour affûter votre esprit et votre mémoire. Imaginez votre esprit comme un muscle. Plus vous l'entraînez à se concentrer, plus il devient fort et agile. La méditation est précisément cet entraînement. En nous apprenant à canaliser notre attention sur un point unique, comme notre respiration, elle discipline notre esprit vagabond. Cet exercice quotidien aiguise notre acuité mentale de manière globale, renforçant non seulement notre concentration, mais aussi notre capacité à retenir l'information et à assimiler de nouvelles connaissances. Avec un esprit plus clair, nous commençons à percevoir le monde différemment, à voir au-delà des apparences et à comprendre les liens subtils qui unissent toutes choses. Les bienfaits de la méditation sur votre santé physique. La méditation n'est pas qu'une affaire d'esprit, c'est un dialogue profond avec notre corps. Les études et les témoignages convergent. La pratique régulière de la pleine conscience est associée à des améliorations physiques remarquables. On parle notamment d'une meilleure régulation de la tension artérielle, d'un apaisement des douleurs chroniques et de l'instauration d'un sommeil plus profond et réparateur. Ces bénéfices créent un cercle vertueux. Un corps apaisé devient le sanctuaire d'un esprit clair, et cet esprit clair, à son tour, prend mieux soin du corps. C'est cette harmonie retrouvée qui pose les fondations solides d'un épanouissement spirituel durable. Comment intégrer la pleine conscience et la méditation dans votre quotidien ?
Mais comment transposer ces concepts dans le tourbillon de nos vies, souvent bien remplis? La beauté de cette approche réside dans sa simplicité et son accessibilité. Voici quelques pistes concrètes pour inviter la pleine conscience dans vos journées. L'alimentation en conscience. Transformez vos repas en une expérience sensorielle. Au lieu de manger mécaniquement, prenez le temps de savourer. Quelle est la saveur de cet aliment? Sa texture en bouche, son parfum? Mangez lentement, en portant une attention délibérée à chaque bouchée, fait d'une routine un véritable moment de connexion avec soi-même. La marche consciente. Chaque déplacement peut devenir une méditation en mouvement. Que vous marchiez dans la rue ou dans la nature, concentrez-vous sur les sensations physiques, le contact de vos pieds avec le sol, le rythme de votre souffle, la caresse du vent sur votre peau. Écoutez les sons qui vous entourent sans les juger. Vous êtes ici, maintenant, l'écoute attentive. Lors de vos conversations, essayez d'écouter pour comprendre et non simplement pour répondre. Offrez à votre interlocuteur une présence totale et authentique sans préparer mentalement votre prochaine réplique. Cette pratique ne fait pas qu'améliorer la qualité de vos relations. Elle vous ancre profondément dans l'instant présent. Pour une pratique de méditation plus formelle, commencez modestement. Nul besoin de viser 1 heure de pratique dès le départ. 5 minutes par jour suffisent. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. La clé n'est pas la performance, mais la régularité. Chaque session, même courte, est comme une goutte d'eau qui nourrit la graine de votre sérénité. Créez un rituel, méditez à la même heure chaque jour, que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de dormir, aide à transformer la pratique en une habitude solide, un rendez-vous sacré avec vous-même. L'aide des mantras. Si votre esprit a tendance à beaucoup s'égarer, utiliser un mantra peut être une ancre très efficace. Répéter un mot ou une phrase simple mentalement ou à voix basse aide à occuper l'esprit et à cultiver un sentiment de paix intérieure. Des pratiques qui ouvrent à une compréhension plus vaste. Avec le temps, ces exercices cessent d'être de simples techniques pour devenir des portails vers une compréhension plus profonde de la vie. Nous commençons à observer les grands principes de l'existence non plus comme des théories, mais comme des réalités vécues. Le karma devient l'évidence que nos pensées et nos actions d'aujourd'hui sculptent notre réalité de demain. L'impermanence n'est plus une source d'angoisse, mais une invitation à vivre avec plus de souplesse, à danser avec le courant de la vie plutôt qu'à lutter contre lui. L'interconnexion se révèle dans la conscience que nos gestes, même les plus infimes, créent des ondes qui se propagent bien au-delà de nous. Ces prises de conscience colorent chaque aspect de notre existence d'un sens nouveau. La pleine conscience et la méditation deviennent alors des boussoles intérieures, nous guidant vers une vie de plus grande paix et de plus grand discernement. En adoptant ces pratiques, nous ne faisons pas que transformer notre propre vie, nous contribuons à un bien-être collectif, propageant des ondes de calme et de compréhension qui peuvent avoir un impact positif sur le monde. Vivre avec éthique, l'application naturelle de la sagesse bouddhiste. Cette quête de clarté et de compréhension mène naturellement à une réflexion sur nos actions. Le bouddhisme nous enseigne que la méditation seule ne suffit pas. Elle doit s'incarner dans une manière de vivre éthique. Vivre éthiquement, c'est simplement faire des choix alignés avec cette compréhension de l'interconnexion et du karma. Il ne s'agit pas de suivre des règles aveuglément, mais de poser des actes qui favorisent le bien-être pour soi-même et pour les autres. Les fondements de cette éthique sont basés sur la compassion et la bienveillance. Ils peuvent se résumer en quelques grands principes directeurs. Le respect de toute forme de vie, la pratique de la générosité en ne prenant que ce qui est donné, une conduite respectueuse dans nos relations,
l'engagement à une parole juste et honnête et la décision de garder un esprit clair, non obscurci par des substances qui altèrent le jugement. Ces principes ne sont pas des contraintes, mais des guides pour cultiver une vie d'intégrité, de compassion et de véritable liberté intérieure. Au cœur de la philosophie bouddhiste, bien au-delà des images de méditation silencieuse, se trouve une boussole éthique conçue pour guider nos actions au quotidien. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles rigides, mais plutôt de principes vivants qui nous invitent à cultiver une existence plus harmonieuse pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Explorons ensemble comment ces piliers peuvent transformer notre rapport à la vie. Le premier, et sans doute le plus fondamental, est l'ahimsa, le principe de non-violence. Sa portée est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de toute agression physique, mais de désamorcer la violence dans nos pensées et nos paroles. Un jugement hâtif, une critique acerbe, même une pensée malveillante envers quelqu'un, sont autant de petites failles dans notre engagement à ne pas nuire. La pratique de l'ahimsa nous demande « mes actions, mes mots ou même mes intentions silencieuses risquent-ils de blesser ?» Adopter un régime alimentaire végétarien est une expression concrète de ce principe, mais il s'incarne aussi dans l'art d'une communication bienveillante où l'écoute active prend le pas sur le besoin de répliquer. De cette posture de non-violence découle naturellement la compassion ou karuna. C'est l'étincelle qui nous pousse à vouloir activement soulager la peine d'autrui. La compassion, c'est reconnaître notre humanité partagée, comprendre que chaque être, sans exception, fait l'expérience de la souffrance et aspire au bonheur. C'est une empathie en action. Comment la cultiver? Cela peut passer par des gestes simples, offrir son temps à une association, mais aussi, plus modestement, écouter un ami sans chercher à résoudre son problème, simplement en lui offrant une présence attentive et chaleureuse. Cette compassion active nous mène tout droit à la générosité ou dana. Il s'agit de l'acte de donner, mais sans l'ombre d'une attente. C'est un antidote puissant à l'égoïsme et au sentiment de manque. Donner son temps, partager ses compétences, offrir un compliment sincère ou des ressources matérielles. Chaque acte de générosité est une affirmation que nous vivons dans un monde d'abondance et non de pénurie. C'est une pratique libératrice qui déconstruit les murs de l'ego. Pour que ces relations soient saines, elles doivent reposer sur un socle de confiance. C'est là qu'intervient la véracité, satya. Être vrai, ce n'est pas seulement s'abstenir de mentir, c'est un engagement profond envers l'authenticité. Cela signifie aligner nos paroles et nos actes sur nos valeurs profondes, être transparent dans nos intentions. La question la plus importante à se poser est peut-être: suis-je d'abord honnête avec moi-même? Cette intégrité personnelle est le fondement de toute relation de confiance. Cette honnêteté s'applique aussi à nos choix les plus quotidiens, à travers la consommation consciente. Ce principe nous invite à nous interroger. Ce que je consomme, nourriture, vêtements, mais aussi information et divertissement, contribue-t-il au bien-être ou à la souffrance dans le monde? Chaque achat peut être vu comme un vote pour un certain type de monde. De la même manière, de quoi nourrissons-nous notre esprit chaque jour? Choisir des contenus qui nous inspirent et nous informent plutôt que ceux qui polarisent ou angoissent est une forme essentielle d'hygiène mentale et éthique. Naviguer dans la complexité de la vie avec ces principes requiert deux qualités précieuses, la patience et la tolérance. Dans un monde qui exige l'instantanéité, cultiver la patience devient une force tranquille. Face à un obstacle, une frustration ou un désaccord, au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons apprendre à marquer une pause, à respirer et à observer la situation avec plus de recul. Tenter de comprendre le point de vue de l'autre, même si nous ne le partageons pas, est la clé pour désamorcer les conflits et favoriser une compréhension mutuelle. En définitive,
Vivre selon ces principes éthiques n'est pas une quête de perfection, mais un cheminement. Chaque choix, même le plus petit, crée une onde de choc positive. Tel un écho, un acte de bonté en inspire un autre, une parole juste renforce la confiance, un geste de patience apaise les tensions. En cultivant ces qualités, nous ne faisons pas que polir notre propre chemin spirituel, nous contribuons activement à tisser une société plus juste, plus douce et plus consciente. C'est un voyage continu, un défi de chaque instant qui nous demande de nous élever et d'interagir avec le monde depuis un lieu de plus grande sagesse. Et la plus belle partie de ce voyage, c'est qu'il peut commencer ici et maintenant avec une simple intention. Au cœur de l'expérience humaine se trouve une vérité universelle. La vie est un flot constant de changements, de joie et de défis. Comment naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses sans perdre pied? La sagesse bouddhiste nous offre une boussole précieuse, fondée sur deux piliers indissociables, la force que nous cultivons en nous et le soutien que nous trouvons les uns avec les autres. Il s'agit d'un voyage intérieur vers l'acceptation et la résilience, magnifié par la puissance de la compassion et de la communauté. Imaginez un instant que vous êtes un arbre en pleine tempête. Votre capacité à plier sans rompre, c'est votre résilience. Vos racines, profondes et solides, c'est votre capacité d'acceptation. Mais ces racines ne sont pas isolées, elles s'entremêlent avec celles des autres arbres de la forêt, créant un réseau souterrain qui stabilise l'ensemble de l'écosystème. Voilà l'image parfaite de l'interaction entre notre monde intérieur et nos liens avec les autres. Commençons par les fondations intérieures. L'acceptation, dans cette perspective, n'a rien à voir avec la résignation passive. Ce n'est pas baisser les bras face à la difficulté, c'est plutôt l'acte courageux de regarder la réalité en face, telle qu'elle est, sans le filtre de nos désirs ou de nos peurs. C'est cesser de lutter contre le courant de la rivière et apprendre à nager avec lui. Une grande partie de notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre résistance à leur égard. En acceptant le caractère impermanent de toute chose, la joie comme la peine, le succès comme l'échec, nous libérons une énergie immense que nous pouvons alors consacrer à agir de manière constructive. Cette acceptation est le terreau fertile de la résilience. La résilience, c'est cette capacité fascinante non seulement à survivre aux épreuves, mais à en sortir grandi, plus sage et paradoxalement plus ouvert. Pensez au bambou. Il ploie sous le vent violent mais ne se brise pas, revenant à sa position verticale une fois la bourrasque passée. Comment cultiver ce bambou intérieur? La pratique de la pleine conscience est un outil fondamental. En nous entraînant à être pleinement présents à nos pensées et émotions, sans jugement, nous créons un espace entre le stimulus et notre réaction. Dans cet espace réside notre liberté de choisir une réponse mesurée plutôt qu'une réaction impulsive. De même, la compassion envers soi-même est essentielle. Se traiter avec la même bienveillance que l'on offrirait à un ami cher traversant une épreuve est un acte puissant qui nourrit notre capacité à rebondir. Mais cette force intérieure, aussi puissante soit-elle, trouve son plein épanouissement lorsqu'elle est partagée et nourrie au sein d'une communauté. Le bouddhisme nomme ce concept la sangha, la communauté des pratiquants. Il ne s'agit pas simplement d'un groupe de personnes partageant les mêmes idées. C'est un véritable laboratoire d'humanité, un port d'attache spirituelle. Dans ce creuset, nous trouvons un soutien inestimable. Voir les autres trébucher et se relever nous rappelle que nos propres luttes sont universelles. Partager nos intuitions et nos doutes enrichit la sagesse collective, qui dépasse de loin ce qu'un individu pourrait accumuler seul. Une communauté bienveillante devient un miroir qui nous renvoie nos progrès et un filet de sécurité qui nous rattrape lorsque nous tombons. Au cœur de cette dynamique communautaire se trouve la compassion ou karuna. La compassion est le muscle du cœur.
Elle va bien au-delà de la simple sympathie. C'est le désir actif et sincère de voir les autres être libérés de leurs souffrances. Elle naît de la reconnaissance profonde que nous sommes tous liés, que votre douleur est, d'une certaine manière, aussi la mienne. Pour développer cette compassion, il faut d'abord cultiver l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Mais elle ne s'arrête pas là. La véritable compassion se traduit en actes. Comment intégrer tout cela dans notre vie de tous les jours, me demanderez-vous? La beauté de ces principes est qu'ils ne sont pas des concepts abstraits, mais des pratiques vivantes. Construire une communauté peut commencer simplement par des rassemblements réguliers, qu'ils soient virtuels ou physiques, pour discuter, méditer ou simplement partager un moment. L'essentiel est de créer un espace de communication authentique et respectueuse où chacun se sent écouté et valorisé. S'engager ensemble dans des projets qui ont du sens, qu'il s'agisse d'une action caritative locale ou d'une initiative pour l'environnement, soude les liens et donne un but commun. Pratiquer la compassion au quotidien, c'est chercher activement les occasions d'aider. Cela peut être aussi simple qu'offrir une écoute attentive à un ami en difficulté sans se précipiter pour donner des solutions. C'est soutenir un collègue dépassé par une tâche. C'est aussi étendre cette bienveillance à la planète. Prendre soin de notre environnement est un acte de compassion ultime, car il bénéficie à tous les êtres vivants, y compris les générations futures. Dans le monde professionnel, un leader qui incarne l'acceptation et la résilience peut transformer une équipe. Il montre par l'exemple comment naviguer dans l'incertitude avec calme et détermination, créant un environnement de sécurité psychologique où les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage. En conclusion, le pouvoir transformateur de ces pratiques est immense. En cultivant l'acceptation et la résilience, nous construisons une citadelle intérieure. En nourrissant la compassion au sein d'une communauté solidaire, nous créons un refuge pour nous-mêmes et pour les autres. Chaque acte de compréhension, chaque geste d'entraide, chaque moment d'acceptation sereine est une maille que nous tissons dans une société plus humaine et plus connectée. La quête n'est donc pas seulement de trouver la paix en soi, mais de devenir une source de paix pour le monde. En incarnant ces principes, nous ne faisons pas que suivre un chemin spirituel, nous apportons des réponses concrètes et puissantes aux défis de notre temps, démontrant que la plus grande des forces réside dans un cœur ouvert et un esprit résilient. Et si les moments les plus sombres de notre existence n'étaient pas des impasses, mais plutôt des portails vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, la philosophie bouddhiste nous propose une perspective fascinante sur les défis de la vie, nous invitant à cultiver deux qualités essentielles, l'acceptation et la résilience. Il ne s'agit pas simplement de faire avec ou de tenir le coup, c'est une approche beaucoup plus active et transformatrice qui nous apprend non seulement à survivre aux tempêtes, mais à utiliser leur énergie pour naviguer plus loin vers une croissance personnelle et spirituelle authentique. En apprenant à accepter, nous cessons de lutter contre le courant de la réalité. Imaginez un instant que vous essayez de nager à contre-courant dans une rivière puissante. C'est épuisant et voué à l'échec. L'acceptation, c'est choisir de nager avec le courant en utilisant sa force pour se guider. Le résultat ? Moins de souffrance, plus de sérénité. La résilience, quant à elle, est l'art de rebondir. Mais plus encore, c'est la capacité de se relever non pas identique, mais grandi, plus sage et plus compatissant. Chaque épreuve devient alors une marche d'escalier, nous élevant vers une nouvelle perspective. Ces pratiques ne transforment pas seulement l'individu, elles ont le pouvoir d'irriguer toute une communauté. Elles nous permettent d'aborder la vie avec un équilibre nouveau, accueillant les joies comme les peines avec une même présence d'esprit. En cultivant cela, nous contribuons à tisser une société plus consciente, plus empathique et plus forte.
Au fond, ces enseignements ne sont pas une simple méthode pour gérer la vie, ils sont une voie pour l'enrichir, pour découvrir que chaque instant, même le plus difficile, porte en lui la promesse d'une floraison future. Trouver un sens au cœur du chaos. Cette idée de trouver la paix et un but au milieu des difficultés n'est pas une simple abstraction philosophique, c'est une boîte à outils pratique pour une véritable métamorphose intérieure. Le bouddhisme nous enseigne que chaque facette de notre vie, et surtout nos épreuves, peut devenir une occasion précieuse de grandir et de s'éveiller. Cette vision change tout. Elle nous permet non seulement de supporter les moments difficiles, mais d'en extraire un sens et une force insoupçonnée. Pour cela, il faut d'abord comprendre le rôle que jouent les difficultés. Dans la pensée bouddhiste, l'épreuve n'est pas une anomalie, mais une partie intégrante de l'expérience humaine. La fameuse première noble vérité nous le dit sans détour. La vie comporte une part de souffrance ou d'insatisfaction, mais la clé n'est pas dans ce constat, elle est dans notre réponse à ce constat. Les défis sont vus comme des catalyseurs, des événements qui nous poussent à explorer des vérités plus profondes sur nous-mêmes et sur le monde. D'où vient cette souffrance? Les enseignements pointent 3 racines principales. L'attachement, vouloir que les choses ne changent pas, l'aversion, rejeter ce qui nous déplaît, et l'ignorance, une vision erronée de la réalité. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons aborder les défis différemment, non plus comme des agressions, mais comme des opportunités de pratiquer le détachement et de cultiver la sagesse. On parle souvent du karma. Loin d'être un système de punition divine, il faut plutôt le voir comme une loi de cause à effet, un mécanisme d'apprentissage bienveillant. Chaque difficulté peut être perçue comme une leçon sur mesure, conçue pour polir notre caractère et nous guider sur notre chemin. Ce n'est pas un juge qui nous condamne, mais un miroir qui nous renvoie les conséquences de nos actions pour nous aider à ajuster notre trajectoire. Développez votre boîte à outils intérieure. Alors, comment faire concrètement? La méditation et la pleine conscience. Approfondir notre conscience par une pratique régulière, c'est comme construire un sanctuaire intérieur. Cela nous aide à cultiver un esprit calme et centré, capable d'observer les vagues de la vie sans être emporté par elles. La pleine conscience nous permet de reconnaître la nature passagère de nos expériences et de nos émotions. Elles sont comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent, restent un temps, puis se dissipent. Cultiver l'équanimité, des pratiques comme la méditation sur la bienveillance, metta, ou la compassion, karuna, nous aident à développer un état d'équilibre émotionnel. L'équanimité, c'est la capacité à rester stable et serein, que le vent souffle fort ou qu'il fasse un temps radieux. C'est une qualité essentielle pour faire face aux imprévus avec grâce. La puissance de la réflexion. Contemplez l'impermanence. Prenez un moment pour réfléchir au fait que tout, absolument tout, change constamment. Votre joie, votre peine, votre corps, les saisons. Reconnaître que ceci aussi passera aide à diminuer l'intensité de la souffrance. Vous commencez à voir les épreuves comme des étapes temporaires, mais importantes, de votre voyage. Comprendre l'interconnexion. Pensez à vous, non pas comme une île isolée, mais comme un fil dans une immense et magnifique tapisserie. Vos difficultés personnelles font partie d'un tout bien plus vaste. Cette perspective peut réduire radicalement le sentiment d'isolement et nourrir un sentiment d'appartenance et de but partagé. L'application au quotidien, la patience et la tolérance. La patience n'est pas une attente passive, c'est un engagement actif qui nous permet de prendre du recul et d'observer nos situations avec plus d'objectivité. La tolérance, c'est accepter les imperfections de la vie et les nôtres et trouver la paix au milieu du chaos apparent. La compassion et l'altruisme, s'engager dans des actes de bonté, surtout quand on traverse une période difficile, est un remède puissant. Cela déplace notre attention de notre propre douleur vers le bien-être des autres.
En offrant une oreille attentive à un ami qui souffre, on allège souvent, comme par magie, notre propre fardeau. Lâcher prise ou être entraîné, la sagesse de l'abandon. Dans cette grande danse de la vie, l'un des pas les plus libérateurs est celui de l'abandon. Un proverbe zen le résume parfaitement. Lâche prise ou tu seras traîné. Cette phrase simple révèle une vérité fondamentale. Une grande partie de notre douleur est auto-infligée. Elle naît de notre résistance au flux naturel des événements. Imaginez que vous vous accrochez de toutes vos forces à une corde tirée par un cheval au galop. Lâcher prise n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de suprême intelligence. Dans le contexte bouddhiste, s'abandonner ne signifie pas baisser les bras ou capituler. Il s'agit d'une libération volontaire de notre attachement au résultat, de notre besoin compulsif de tout contrôler. C'est reconnaître avec humilité la nature éphémère de toute chose et les limites de notre pouvoir personnel. Cela demande de faire confiance au processus de la vie, avoir la foi que les choses se déploieront comme elles le doivent, malgré nos efforts pour les tordre à notre volonté. Cette confiance se cultive, notamment par la pleine conscience, qui nous ancre dans le présent et nous apprend à accueillir la vie telle qu'elle se présente, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Comment commencer? Par de petites choses. Accepter un embouteillage sans fulminer, accueillir une journée de pluie sans se plaindre, faire face à un changement de plan inattendu avec équanimité. Chaque petite acceptation renforce ce muscle du lâcher-prise, de la force personnelle à la richesse collective. Chaque défi que nous surmontons ne renforce pas seulement notre propre résilience émotionnelle et spirituelle, mais contribue également au bien-être collectif. En partageant nos luttes et en soutenant les autres dans les leurs, nous tissons des liens plus forts et bâtissons un réseau de soutien communautaire solide. Traverser des épreuves peut approfondir notre empathie, nous rendant plus aptes à comprendre et à nous connecter à la souffrance de ceux qui nous entourent. En conclusion, l'approche bouddhiste face aux difficultés est profondément transformatrice. Elle nous encourage à voir chaque épreuve non pas comme un mur, mais comme une porte, chaque obstacle comme un enseignant déguisé sur le chemin de l'éveil. En intégrant ces pratiques et ces perspectives, nous ne faisons pas qu'améliorer nos propres vies. Nous apprenons que même dans les moments les plus sombres, par l'acceptation, l'engagement conscient et l'action compatissante, nous pouvons trouver des sources inépuisables de force, de sagesse et de sens. Et si finalement, le secret n'était pas d'éviter les vagues, mais d'apprendre à surfer? Avez-vous déjà eu cette impression de nager à contre-courant, de lutter avec acharnement pour que les choses se passent exactement comme vous l'aviez prévu? Nous mettons une énergie folle à vouloir tout maîtriser, chaque détail de notre vie, de nos relations, de notre avenir. Et si je vous disais que la clé du bien-être ne réside pas dans un contrôle plus ferme, mais au contraire, dans l'art de lâcher prise, c'est une perspective qui change tout. Voir la vie non plus comme une série d'objectifs à atteindre ou de batailles à gagner, mais comme un grand voyage, un fleuve majestueux. Et au cœur de ce voyage se trouve une pratique aussi simple que radicale, le non-attachement. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, bien au contraire. Pratiquer le non-attachement, c'est s'engager pleinement dans ce que l'on fait, mais sans s'accrocher désespérément au résultat. Imaginez un artiste qui danse avec ses pinceaux, non pour le chef-d'œuvre qui finira peut-être encadré, mais pour la joie pure du geste, pour la sensation de la couleur qui s'étale sur la toile. Imaginez une conversation où votre seul but n'est pas de convaincre, mais de comprendre, d'échanger, de vous connecter à l'autre sans avoir besoin de gagner le débat. C'est incroyablement libérateur. Cette pratique nous mène à ce que l'on appelle l'équanimité, un mot magnifique qui décrit une sorte de sérénité profonde, une force tranquille qui nous permet de rester stable face aux tempêtes comme aux jours ensoleillés. Ce n'est pas ne plus rien ressentir,
c'est ne pas se laisser submerger par les vagues. C'est être comme l'océan, agité en surface, mais toujours calme dans ses profondeurs. Comment mettre cela en œuvre concrètement? Cela peut commencer par des gestes symboliques. Regardez autour de vous, les changements et les pertes font partie intégrante de notre existence. Chaque fois que nous laissons partir quelque chose, nous nous entraînons. Cela peut être aussi simple que de trier sa garde-robe et de se défaire, sans nostalgie amère, de ces vêtements qui appartenaient à une version passée de nous-mêmes. Ou cela peut être aussi profond que d'accepter la fin d'une relation, non comme un échec, mais comme la fin d'un chapitre qui a eu sa raison d'être. Les bénéfices sont immédiats et profonds. Lorsque nous cessons cette lutte épuisante contre ce qui est, une énergie considérable se libère. Le stress et l'anxiété qui se nourrissent de notre besoin de tout contrôler s'amenuisent. Nous arrêtons de nous battre contre la réalité et nous commençons à danser avec elle. Un espace s'ouvre alors pour plus de joie, un contentement simple, libéré de la pression constante de devoir réussir ou faire arriver les choses. On découvre une satisfaction nouvelle à simplement observer comment la vie se déploie avec sa propre intelligence. C'est une porte ouverte vers une connexion plus authentique avec soi et avec l'univers. Bien sûr, ce chemin n'est pas exempt d'épreuves. La philosophie bouddhiste ne nie pas la souffrance. Elle la reconnaît comme une partie inévitable de l'expérience humaine, mais elle nous invite à changer notre regard sur elle. Chaque difficulté, chaque défi est en réalité un professeur déguisé. C'est en comprenant la nature de nos obstacles que nous pouvons les utiliser comme des tremplins pour grandir, pour développer notre patience et notre résilience. Cette approche transforme également de manière radicale nos relations. Combien de fois avons-nous essayé de changer les autres, de les réparer, de les faire correspondre à notre idéal? Le lâcher-prise dans une relation, c'est offrir à l'autre le plus beau des cadeaux, l'espace d'être qui il est. Cela nourrit le respect, la confiance et un amour bien plus authentique. Et ce qui est vrai pour un individu l'est aussi pour une communauté. Un groupe de personnes qui intègrent cette idée peut affronter les défis collectifs, qu'il s'agisse d'une crise économique ou d'un changement social, avec bien plus de souplesse et d'intelligence collective. Pour naviguer dans ce voyage, notre boussole la plus fiable est la pleine conscience. C'est l'art de ramener son esprit encore et encore à l'instant présent. Cela peut se cultiver par la méditation, bien sûr, mais surtout en l'infusant dans chaque moment du quotidien. C'est ressentir la chaleur de votre tasse de café le matin. C'est sentir le contact de vos pieds sur le sol quand vous marchez. C'est écouter quelqu'un avec tout votre être, sans déjà préparer votre réponse. En étant pleinement présent, nous devenons capables de répondre aux situations avec sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive. Dans ce périple, nous ne sommes heureusement pas seuls. L'importance d'une communauté, d'un cercle de soutien de personnes qui partagent ce chemin est inestimable. Échanger sur nos expériences, nos doutes, nos réussites nous aide à rester motivés et à apprendre les uns des autres. En conclusion, embrasser la vie comme un voyage et pratiquer l'art du lâcher-prise est un antidote puissant à l'agitation du monde moderne. Il ne s'agit pas d'une démarche passive ou d'une résignation, mais d'un acte de confiance profonde envers le processus de la vie. Nous apprenons que la paix véritable n'est pas l'absence de problèmes, mais notre capacité à les traverser avec un cœur ouvert et un esprit serein. C'est apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. C'est cesser de s'agripper au rivage et oser faire confiance au courant, sachant que chaque vague nous porte vers une sagesse plus grande et une joie plus profonde. Le cheminement spirituel, particulièrement dans la perspective bouddhiste, n'est jamais une ligne droite que l'on parcourt d'un point A à un point B. Imaginez-le plutôt comme une spirale ascendante, un cycle perpétuel où chaque tour nous fait revisiter les mêmes paysages,
l'apprentissage, la mise en pratique, l'expérience vécue, mais depuis une altitude différente, avec une vision plus large. Ce parcours est jalonné de moments d'une clarté éblouissante et de périodes de brouillard intense. Chacun de ces états, loin d'être un obstacle, est en réalité une leçon précieuse qui affine notre perception et nous guide vers une forme d'éveil. À chaque nouvelle boucle de la spirale, nous sommes invités à creuser plus profondément notre compréhension, à ancrer nos pratiques et à nous sentir plus intimement connectés à une paix et une liberté véritables. Ainsi, la voie bouddhiste n'est pas simplement une méthode pour mieux gérer les aléas de la vie, c'est une aventure de transformation profonde qui peut remodeler de fond en comble la manière dont nous nous percevons et dont nous interagissons avec le monde. C'est un voyage de croissance infinie, éclairé par la sagesse, nourri par la compassion, ému par ce désir universel de trouver un sens et une quiétude au cœur de chaque expérience. Apprivoiser le courant de la vie, le pouvoir de la patience et de la confiance. Au cœur de cette navigation, deux qualités se révèlent être non pas de simples vertus à admirer de loin, mais des outils essentiels, des rames pour notre barque, la patience et la confiance. Ce sont elles qui nous permettent de traverser les zones de turbulence et les longues étendues calmes de l'incertitude avec grâce. Elles sont le socle de notre croissance intérieure et de notre capacité à saisir la nature véritable de la réalité. Décoder la patience et la confiance dans le prisme bouddhiste. La patience, que l'on nomme Kshanti dans la tradition, est bien plus qu'une simple attente passive. C'est une force intérieure, la capacité à accueillir les épreuves sans se laisser dévorer par la frustration ou la colère. C'est l'art d'accepter pleinement la réalité de l'instant présent, sans résistance. Pensez-y, n'est-ce pas notre lutte contre ce qui est qui génère le plus de souffrance? La confiance, quant à elle, est une foi multidimensionnelle. C'est une confiance dans le Dharma, la sagesse des enseignements. C'est aussi une confiance en notre propre nature profonde, ce potentiel de clarté et d'éveil qui sommeille en chacun de nous, parfois appelé nature de Bouddha. Enfin, c'est une confiance dans la loi universelle de cause à effet, le karma, qui nous rappelle que nos actions façonnent notre réalité. Ensemble, la patience et la confiance forment un duo dynamique qui nous aide à garder notre équilibre et notre cœur ouvert, que la vie nous porte au sommet d'une vague ou nous plonge dans son creux. Comment cultiver activement la patience au quotidien? La méditation comme laboratoire de la patience. La pratique régulière de la pleine conscience est fondamentale. En vous asseyant et en observant le balai incessant de vos pensées et de vos impulsions sans y réagir immédiatement, vous créez un espace précieux. Cet espace entre le stimulus, une pensée agaçante, et la réponse, la colère, est le terreau même où la patience peut germer et s'épanouir. Il existe aussi des méditations ciblées où l'on contemple l'impermanence de nos émotions, où l'on visualise des scénarios qui, habituellement, nous font perdre pied. Transformer les contrariétés en entraînement. La vie quotidienne est notre plus grand gymnase. Une connexion Internet lente, un projet qui n'avance pas, ou même une conversation difficile avec un proche. Chaque irritation est une occasion en or. Au lieu de subir, demandez-vous, puis-je respirer dans cet inconfort? Puis-je l'observer sans jugement? Chaque fois que vous y parvenez, même pour quelques secondes, vous renforcez ce muscle intérieur. Le journal, miroir de votre progression, tenir un carnet de bord de vos expériences peut être incroyablement révélateur. Notez les situations qui ont testé votre patience. Comment avez-vous réagi? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Votre carnet devient alors un miroir honnête et bienveillant qui vous montre non seulement vos points de friction, mais aussi vos progrès. Comment bâtir une confiance inébranlable?
s'appuyer sur la sagesse du Dharma, étudier les enseignements, lire les textes, écouter des personnes éclairées, ne vise pas à accumuler un savoir intellectuel. Il s'agit de laisser ces idées infuser en vous et de voir comment elles résonnent avec votre propre expérience. Apprendre auprès de pratiquants plus avancés, qu'ils soient moines ou laïcs, peut être une immense source d'inspiration. Leurs vies sont la preuve vivante que ces principes fonctionnent. Célébrez chaque petite victoire. La confiance en soi se nourrit de preuves. Apprenez à reconnaître et à savourer les moments où vous appliquez ces enseignements avec succès. Chaque fois que vous choisissez la compassion à la colère, la patience à l'impulsivité, célébrez cette victoire intérieure. C'est un renforcement positif qui vous motive à persévérer. Faire confiance au processus du karma. Contempler la loi du karma n'est pas une question de fatalisme, mais de responsabilisation. Comprendre que chaque pensée, parole et action intentionnelle sème une graine qui portera un fruit correspondant nous incite à agir avec plus de conscience et d'éthique. En vivant ainsi, nous voyons les résultats positifs de nos actions dans nos vies, ce qui renforce notre confiance dans l'équilibre naturel de l'univers. L'alchimie de la patience et de la confiance face aux défis. Face à une épreuve personnelle, la patience nous empêche d'être submergés par la panique ou le désespoir. Elle nous offre un espace de calme pour analyser la situation et trouver des solutions créatives. La confiance en notre potentiel et en la nature impermanente des difficultés nous donne le courage de traverser la peur et le doute, transformant les obstacles en tremplins. Dans nos relations, la patience est un baume. Elle désamorce les conflits et laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer, favorisant une écoute et une compréhension mutuelle. La confiance, elle, est le ciment qui solidifie les liens. Pour guérir de vieilles blessures, qu'elles soient infligées par d'autres ou par nous-mêmes, ce duo est indispensable. Il faut de la patience pour laisser le temps faire son œuvre et de la confiance pour croire que le pardon et la guérison sont possibles. En conclusion, cultiver la patience et la confiance est un engagement actif et transformateur. Ces qualités nous permettent de danser avec le flux de l'existence plutôt que de lutter contre lui. Elles nous apprennent à accueillir chaque tempête sans perdre notre cap et à interagir avec le monde depuis un lieu de paix profonde. Armés de la patience comme bouclier et de la confiance comme boussole, nous ne sommes plus de simples naufragés ballottés par les vagues de l'existence. Nous devenons les capitaines éclairés de notre propre voyage, capables non seulement de trouver la paix pour nous-mêmes, mais de devenir une source de quiétude pour ceux qui nous entourent. C'est ainsi que l'on apprend à accueillir chaque instant avec grâce, sachant que le but du voyage n'est pas la destination, mais la transformation que l'on opère à chaque pas. La vie, dans son essence même, est un mouvement perpétuel. La seule constante, c'est le changement. Pourtant, nous passons une grande partie de notre temps à résister à cette vérité fondamentale. Et si, au lieu de lutter contre le courant, nous apprenions à danser avec lui, c'est ici que se révèle la sagesse profonde de l'impermanence, non pas comme une source de tristesse, mais comme une clé vers une existence plus riche et plus sereine. Comment cette idée s'applique-t-elle concrètement dans nos vies? Pensez à ces moments charnières qui nous déstabilisent, la perte inattendue d'un emploi, la fin d'une histoire d'amour, ou même un simple imprévu qui bouleverse notre journée. Notre premier réflexe est souvent de nous crisper, de résister. Pratiquer l'acceptation, ce n'est pas se résigner passivement, c'est un acte de courage. C'est choisir consciemment de réduire cette friction intérieure qui est la véritable source de notre souffrance émotionnelle. De la même manière, notre attachement aux objets, aux routines, peut être une encre lourde. En apprenant à lâcher prise sur le plan matériel, en faisant le tri, en donnant ce dont on n'a plus besoin, on s'entraîne en douceur à appliquer même détachement sain à nos relations et à nos idées les plus ancrées. Chaque épreuve, chaque perte
devient alors une occasion de croissance personnelle inestimable. C'est une invitation à observer la nature même de notre existence et à découvrir notre incroyable capacité de résilience. Je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que ma dernière épreuve m'a réellement appris sur moi-même? En intégrant ces leçons, nous transformons la douleur en sagesse. La nature nous offre une analogie parfaite avec le cycle des saisons. Il y a des temps pour la floraison, des temps pour le déclin et des temps pour la régénération silencieuse. Reconnaître ce rythme dans nos propres vies peut insuffler un optimisme renouvelé et stimuler notre créativité face aux défis. Comprendre que rien n'est figé nous aide à cultiver une flexibilité mentale et émotionnelle. Cette adaptabilité est la compétence la plus précieuse dans un monde en constante mutation. L'acceptation devient notre alliée la plus puissante, nous permettant de trouver une forme de paix intérieure, même au cœur de la tempête. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentons plus de peine, mais que nous savons que cette peine, comme la joie, est une vague qui finira par passer. En vivant avec cette conscience que chaque instant est unique et fugace, nous apprenons à savourer la vie plus intensément. Cette appréciation aiguë du présent mène à une expérience du monde bien plus engagée et vibrante. Une pratique quotidienne de la gratitude peut d'ailleurs radicalement changer notre perspective, en déplaçant notre attention de ce qui nous manque ou de ce qui a changé, vers la richesse de ce qui est là, ici et maintenant. Cette philosophie de l'impermanence transforme également la manière dont nous vivons nos relations. Savoir que le temps que nous partageons avec nos proches est précieux et non garanti nous inspire à être plus présents, plus aimants, plus prompts à pardonner. Cela nous aide à cultiver un détachement sain, aimer profondément sans s'agripper, profiter de la présence de l'autre sans la peur paralysante de la perte. C'est un amour plus libre, plus généreux. À plus grande échelle, cette compréhension partagée du changement peut rendre nos communautés extraordinairement résilientes. Elles deviennent plus à même de s'adapter aux crises, qu'elles soient économiques ou environnementales. Cela nous pousse à construire des systèmes de soutien solides, des filets de sécurité humains, car nous savons que chacun, à un moment ou à un autre, traversera une période de transition. Reconnaître le caractère éphémère de nos ressources naturelles est aussi le moteur le plus puissant pour des pratiques de vie durables, assurant que les générations futures pourront elles aussi profiter de ce monde. Notre consommation devient plus éthique, plus consciente, car nous comprenons que le désir infini de possession matérielle est une quête vaine face à la nature transitoire de toute chose. En somme, embrasser l'impermanence n'est pas un chemin vers le désespoir, mais vers une libération. Cela nous affranchit de nos peurs et de nos attachements superflus. Cela ne signifie pas renoncer à nos buts ou à nos relations, mais plutôt s'y engager avec une lucidité et une profondeur nouvelles, en pleine conscience de leur nature passagère. Cette conscience apporte une paix et une présence qui se diffusent dans chaque aspect de notre vie. Au cœur de cette acceptation du flux de la vie se trouve une autre qualité essentielle, la compassion. La compassion, ou karuna dans la tradition bouddhiste, est bien plus qu'une simple sympathie. C'est le désir actif et profond que tous les êtres soient libérés de leurs souffrances. Cet élan du cœur prend racine dans la réalisation que nous sommes tous interconnectés. Nous ne sommes pas des îles isolées, mais les fils d'une même tapisserie complexe. La joie ou la souffrance d'un fil fait vibrer l'ensemble de la toile. Cette prise de conscience est le terreau de l'empathie véritable. Comment cultiver activement ce muscle du cœur? La méditation de la bienveillance, ou Metta Bhavana, est une pratique puissante. Elle consiste à générer, par la répétition silencieuse de phrases, un sentiment chaleureux de bienveillance, d'abord envers soi-même, une étape cruciale, puis en l'étendant progressivement à nos proches, aux inconnus et finalement à tous les êtres sans exception.
Au quotidien, la compassion se manifeste par des gestes simples. L'écoute active, par exemple, est une forme profonde de compassion. Être totalement présent pour quelqu'un, écouter avec une attention pleine et entière, sans jugement, est un cadeau immense. De même, de petits actes de bonté réguliers, aider un voisin, offrir un mot gentil, tissent peu à peu une habitude de compassion dans le tissu de notre caractère. S'engager sur la voie de la compassion transforme notre paysage intérieur. Cela affine notre intelligence émotionnelle, nous rendant plus résilients. En cherchant à comprendre et à apaiser la souffrance d'autrui, nous apprenons à mieux gérer nos propres tempêtes émotionnelles. Se tourner vers le bien-être des autres a un effet paradoxal. Cela détourne l'attention de nos propres angoisses et génère un sentiment accru de joie et de satisfaction. Naturellement, nos relations deviennent plus fortes, plus authentiques, car elles se fondent sur le respect et le souci mutuel. L'impact de la compassion se répercute sur toute la société. Elle est le ciment qui renforce les liens communautaires, créant des sociétés plus altruistes et solidaires. Des politiques publiques imprégnées de compassion dans la santé, l'éducation ou les services sociaux créent des communautés plus justes et inclusives, et cette compassion ne s'arrête pas aux frontières de l'humanité. Elle s'étend à tous les êtres vivants et à notre planète, inspirant un consumérisme plus éthique et un engagement pour la justice sociale et la protection de l'environnement. Bien sûr, ce chemin présente des défis. La fatigue de compassion est un risque réel pour ceux qui donnent beaucoup. Il est donc vital d'apprendre à poser des limites saines et à pratiquer l'autocompassion, se traiter soi-même avec la même douceur et la même compréhension que l'on offrirait à un ami cher. On ne peut pas verser d'une carafe vide. Il faut aussi reconnaître et travailler activement sur nos propres préjugés, ces filtres inconscients qui peuvent entraver une compassion authentique et universelle. En conclusion, cultiver la compassion est une pratique révolutionnaire. Elle ne change pas seulement notre façon d'interagir avec le monde, mais aussi la vision que nous avons de nous-mêmes. C'est un chemin qui guérit à la fois l'individu et la collectivité. En développant un cœur compatissant, nourri par l'acceptation sereine de l'impermanence, nous contribuons à un cycle d'énergie positive qui se propage bien au-delà de nous. Car en acceptant que tout passe, nous découvrons que chaque fin n'est que le prélude à un nouveau commencement. La compassion n'est pas une destination, mais plutôt un chemin que l'on arpente chaque jour. C'est un voyage intérieur qui demande de l'engagement, une présence constante à soi et aux autres. Ce parcours nous pousse à évoluer, à élargir nos horizons de compréhension, à tisser des liens plus profonds et finalement à vivre des expériences d'une richesse insoupçonnée. En pratiquant la compassion, on réalise peu à peu que les murs que nous érigeons entre nous et le reste du monde sont bien plus fragiles qu'on ne l'imaginait. On découvre une vérité fondamentale. Notre propre épanouissement est intimement lié à celui des autres. En choisissant la voie de la compassion, nous nous approprions un levier de transformation extraordinairement puissant, capable de métamorphoser non seulement notre propre vie, mais aussi la société dans son ensemble, nous guidant vers un monde où l'empathie, la paix et la connexion ne sont plus des idéaux lointains, mais une réalité vécue. Chaque geste de bonté, aussi infime soit-il, nous rapproche de cet idéal où la souffrance n'est plus un fardeau individuel, mais une responsabilité partagée que nous cherchons collectivement à apaiser. Au cœur de cette démarche se trouve une sagesse ancestrale, particulièrement mise en lumière par la philosophie bouddhiste, la reconnaissance de notre interconnexion. Cette idée postule que rien dans cet univers n'existe de manière isolée. Toutes les formes de vie, tous les événements, tous les phénomènes sont interdépendants, liés par un réseau invisible mais bien réel. Accueillir cette perspective change radicalement notre façon de voir le monde. Elle nous invite à l'harmonie, nourrit notre empathie
et nous encourage à agir de manière plus juste et responsable, à la fois pour nous-mêmes et pour la collectivité. Pour illustrer cette interdépendance, les sages bouddhistes utilisent une métaphore magnifique, le filet d'Indra. Imaginez une immense toile cosmique, infinie, tendue à travers l'univers. À chaque intersection de cette toile se trouve un joyau parfaitement poli. Si vous regardez un seul de ces joyaux, que voyez-vous? Le reflet de tous les autres joyaux du filet. Chaque élément contient en lui la totalité du réseau. Cette image nous enseigne une leçon capitale. Nos actions, nos paroles et même nos pensées ne sont jamais des événements isolés. Elles sont comme des pierres jetées dans un lac, créant des ondes qui se propagent et influencent l'ensemble de l'écosystème. Comprendre notre place au sein de cette immense tapisserie nous incite naturellement à agir pour le bien de tous, car le bien de tous est aussi le nôtre. Mais comment intégrer concrètement cette idée dans nos vies si remplies? Cela commence par des pratiques simples. Prenez la méditation sur l'interdépendance. Il ne s'agit pas de s'asseoir en silence pendant des heures, mais de prendre un moment pour contempler les liens qui nous unissent au monde. Pensez au café que vous buvez le matin. Sa simple existence est le fruit du travail d'un agriculteur à des milliers de kilomètres, des mains qui ont cueilli les grains, des transporteurs, des torréfacteurs, de la personne qui vous l'a servi. Votre simple tasse de café est le point de convergence d'une chaîne humaine et naturelle incroyable. De même, une promenade en forêt devient une leçon d'écologie vivante. Observez comment chaque arbre, chaque plante, chaque insecte dépend des autres pour survivre et prospérer. Cet équilibre subtil est le reflet de notre propre existence. Cette conscience peut s'infuser dans chaque aspect de notre quotidien. La consommation, par exemple, devient un acte réfléchi. Au lieu d'acheter impulsivement, nous pouvons prendre un instant pour nous interroger. D'où vient ce produit? Qui l'a fabriqué? Quel est son impact sur la planète et sur les communautés? Choisir de soutenir des artisans locaux ou des entreprises éthiques devient alors une manifestation concrète de notre compréhension de l'interconnexion. De même, s'engager dans sa communauté, que ce soit par du bénévolat, en participant à un jardin partagé ou simplement en prenant des nouvelles d'un voisin, matérialise ce lien qui nous unit. N'est-ce pas là le véritable sens d'une communauté, un réseau de soutien où chacun reconnaît sa dépendance mutuelle? Adopter cette vision du monde est aussi un puissant moteur de croissance personnelle. En réfléchissant régulièrement à l'impact de nos actes, nous devenons plus responsables et empathiques. Nous passons d'une vision centrée sur nos besoins immédiats à une perspective plus large, plus holistique. Notre cœur s'ouvre. Comprendre que la joie et la peine des autres sont connectées aux nôtres nourrit une compassion authentique et nous motive à devenir une force positive dans leur vie. Cette conscience s'étend même à l'échelle planétaire. En reconnaissant notre rôle dans les grands systèmes mondiaux, nous ne nous sentons plus impuissants face aux défis comme le changement climatique ou les injustices sociales, mais plutôt investis d'une mission, celle de contribuer à notre échelle à des solutions globales. L'interconnexion transforme également la nature de nos relations. Au lieu de voir les autres comme des instruments pour notre propre bonheur, nous apprenons à cultiver la gratitude pour leur simple présence et leur contribution à notre vie. Cela renforce les liens et favorise une coopération saine. Même les conflits sont abordés différemment. L'objectif n'est plus de gagner ou de dominer, mais de trouver un terrain d'entente, de comprendre la perspective de l'autre en sachant que sa blessure est aussi, d'une certaine manière, la nôtre. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans défi. Prendre conscience de la complexité du monde peut parfois sembler écrasant. La pleine mesure des problèmes globaux peut engendrer une forme d'anxiété ou de paralysie. Comment y faire face? La première clé est l'éducation. Mieux comprendre comment les systèmes fonctionnent
nous aide à prendre des décisions plus éclairées. La seconde, et peut-être la plus importante, est la pratique de la pleine conscience, ou sati. C'est l'art de porter une attention bienveillante et sans jugement sur l'instant présent. Face au vertige de l'interconnexion, la pleine conscience nous ancre. Elle nous ramène à notre respiration, aux sensations de notre corps, à la seule chose que nous pouvons réellement maîtriser, cette action, ici et maintenant. Que ce soit par la méditation assise, en se concentrant sur le souffle, ou par la méditation en marchant, en sentant le contact de ses pieds avec le sol, la pleine conscience nous entraîne à rester stable au milieu de la tempête, à agir sans être submergé. En conclusion, embrasser la sagesse de l'interconnexion est une invitation à une vie plus profonde, plus riche et plus authentique. C'est comprendre que chaque acte de soin envers les autres est en réalité un acte de soin envers cette part de nous qui existe en eux. C'est réaliser qu'en contribuant à guérir la planète, nous guérissons aussi nos propres vies. En devenant plus à l'écoute de ces liens subtils qui définissent notre existence, nous découvrons que notre paix et notre bonheur individuel ne peuvent être complets que lorsqu'ils s'inscrivent dans la paix et le bonheur de tous les êtres. C'est un changement de paradigme qui nous encourage à penser globalement, mais à agir localement, avec amour et conscience, un pas après l'autre. Redécouvrir le présent. Un voyage au cœur de la pleine conscience. Dans le tourbillon incessant de nos vies modernes, où chaque instant est une course contre la montre, nous avons oublié l'art d'être simplement là. La pleine conscience n'est pas une technique complexe réservée à quelques initiés. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, à réhabiter notre propre vie avec une intensité et une clarté renouvelées. Explorons ensemble comment cette pratique peut métamorphoser notre quotidien. L'art de savourer, la conscience dans nos gestes quotidiens. Avez-vous déjà pris un repas en étant totalement absorbé par votre téléphone ou vos pensées, pour réaliser à la fin que vous n'avez aucun souvenir du goût de ce que vous venez de manger? L'alimentation consciente nous propose l'inverse, transformer chaque bouchée en une expérience sensorielle. Il s'agit de manger plus lentement, oui, mais surtout de prêter une attention curieuse aux textures qui dansent sur notre langue, aux arômes qui montent à nos narines, aux couleurs qui composent notre assiette. C'est aussi écouter son corps, apprendre à distinguer la faim réelle de l'envie de combler un vide. En faisant cela, nous ne faisons pas que mieux manger, nous bâtissons une relation plus saine et plus respectueuse avec notre nourriture et notre corps. Cette même qualité de présence peut révolutionner notre manière de communiquer. Combien de conversations sont en réalité des dialogues de sourds où chacun attend son tour de parler sans vraiment écouter? La communication consciente, c'est s'engager corps et âme dans l'échange, c'est offrir à l'autre le cadeau de notre attention pleine et entière, sans jugement, et choisir nos propres mots avec soin. Vous verrez que les malentendus se dissipent et que les liens se renforcent, créant des connexions bien plus authentiques et profondes. Le miroir de l'âme, la pleine conscience comme outil de croissance. La pleine conscience est un formidable accélérateur de croissance personnelle, car elle nous apprend à mieux nous connaître. En devenant l'observateur bienveillant de notre propre esprit, nous commençons à reconnaître nos schémas émotionnels. Nous voyons comment la colère monte, comment la tristesse nous submerge, ou comment l'anxiété s'installe, non pas pour nous juger, mais pour comprendre. Cette lucidité est le premier pas vers la maîtrise de soi. Au lieu de réagir de manière automatique, comme une marionnette tirée par les fils de nos impulsions, nous créons un petit espace entre le stimulus et notre réponse. Dans cet espace réside notre liberté de choisir une réaction plus sage, plus alignée avec nos valeurs. Naturellement, cette pratique a un impact profond sur notre santé mentale. Il a été largement démontré que la pleine conscience réduit significativement le stress et l'anxiété. Imaginez votre esprit comme un ciel.
Parfois il est bleu et dégagé, parfois il est traversé par de sombres nuages d'orage. La pleine conscience ne promet pas un ciel toujours bleu, mais elle nous apprend à ne pas nous identifier aux nuages. Nous apprenons à les observer passer, sachant qu'ils ne sont que temporaires. Cela change tout dans notre manière de gérer les tempêtes de la vie et contribue à un sentiment général de bien-être, nous rendant plus aptes à savourer les petits bonheurs simples, tisser des liens plus forts, la conscience dans nos relations. En devenant plus présents à nous-mêmes, nous devenons inévitablement plus présents aux autres. La pleine conscience est le terreau de l'empathie et de la compassion. Quand nous sommes vraiment avec quelqu'un, nous captons les micro-expressions de son visage, les inflexions de sa voix, l'émotion qui se cache derrière les mots. Cette écoute profonde nous permet de répondre avec plus de compassion, non pas en donnant des solutions toutes faites, mais en offrant un soutien authentique. Au sein d'un groupe, que ce soit au travail ou dans une communauté, cette qualité de présence peut améliorer la dynamique de façon spectaculaire. Une équipe où les membres sont plus concentrés et moins réactifs aux conflits devient plus collaborative et productive. Plus encore, une communauté consciente développe une résilience collective. Face à un défi commun, ses membres sont plus à même de s'adapter, de se soutenir mutuellement et de traverser l'épreuve avec plus de cohésion et de sagesse. Transformer les obstacles en maîtres, la perspective bouddhiste. Le chemin de la croissance personnelle n'est jamais une ligne droite. Il est parsemé d'obstacles. La sagesse bouddhiste nous offre une perspective révolutionnaire. Voir ces obstacles non pas comme des échecs ou des murs infranchissables, mais comme des opportunités, des maîtres déguisés venus nous enseigner ce que nous avons le plus besoin d'apprendre. Ces défis peuvent être externes, une situation difficile au travail, un conflit relationnel ou interne, comme nos doutes, nos peurs ou notre tendance à la procrastination. Dans les deux cas, ils sont une invitation à la pratique. La méditation, par exemple, nous aide à observer nos réactions face à l'obstacle sans nous laisser emporter. On peut alors se demander quelle partie de moi contribue à cette difficulté. Le principe de la voie du milieu est ici un guide précieux. Face à un défi, nous avons souvent tendance à osciller entre deux extrêmes, la lutte acharnée ou l'abandon total. La voie du milieu nous invite à trouver une approche équilibrée, une réponse mesurée et réfléchie. De même, cultiver l'équanimité, cet état d'esprit calme et stable, nous permet de traverser les hauts et les bas de la vie sans perdre notre centre, un peu comme un chêne qui plie sous le vent mais ne rompt pas. Chaque obstacle surmonté renforce nos vertus. La patience quand les choses n'avancent pas, la persévérance face à la difficulté, la sagesse née de l'expérience. Les défis nous forcent à être créatifs, à trouver de nouvelles solutions, nous rendant plus flexibles et adaptables pour l'avenir. Le chemin est la destination. Soyons honnêtes, intégrer ces principes n'est pas toujours simple. Maintenir une pratique régulière demande de la discipline, surtout dans un monde conçu pour nous distraire en permanence. Parfois, la pleine conscience nous confronte à des émotions ou des pensées désagréables que nous préférerions ignorer. Apprendre à rester avec cet inconfort, sans chercher à le fuir, est une compétence cruciale mais difficile. Pourtant, le pouvoir transformateur de cette approche est immense. Il ne s'agit pas d'éliminer les difficultés de notre vie, mais de changer notre relation avec elles. En adoptant la pleine conscience et les sagesses qui l'accompagnent, nous ne nous battons plus contre le courant de la vie. Nous apprenons à naviguer avec lui. Chaque défi devient une leçon. Chaque revers un pas de plus sur le chemin de la compréhension. En fin de compte, ce voyage intérieur enrichit nos vies, approfondit notre sagesse et renforce nos liens avec les autres. Il favorise une résilience profonde qui va bien au-delà de notre expérience individuelle, contribuant à créer un monde un peu plus réfléchi et compatissant.
En guise de pensée finale, rappelons-nous cette image puissante. Des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule, et la vie de cette bougie n'en sera pas écourtée. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Puissions-nous chacun être cette bougie, illuminant notre propre chemin et par notre simple présence, éclairant celui des autres. Car chaque pas fait avec conscience et compassion est un pas vers un monde plus paisible.